J'ai découvert que ma femme avait choisi le mariage de sa sœur plutôt que ma vie le jour même où j'ai appris que je risquais de perdre mon rein. Le médecin m'a montré le scanner et a pointé cette masse blanche qui ressemblait à un morceau de verre déchiqueté logé dans mon rein, 8 mm de pure souffrance qui causait ce mal de dos que j'ignorais depuis des semaines. Il m'a dit que le calcul était trop gros pour être évacué naturellement et qu'il provoquait déjà un blocage, que ma fonction rénale chutait et que nous devions programmer une opération dans les jours à venir sous peine de dommages permanents. L'opération allait nous coûter 10 000 € de notre poche car nous devions passer par une clinique privée spécialisée pour éviter les délais du public, et notre mutuelle avait une franchise exorbitante que nous n'avions pas encore atteinte. Mais je n'étais pas inquiet car Camille et moi avions constitué notre fonds d'urgence précisément pour ce genre de situation. Nous étions mariés depuis 6 ans et avions toujours été sur la même longueur d'onde concernant l'argent, partageant les factures 50-50e, contribuant également à l'épargne et discutant de chaque gros achat. Je suis rentré du cabinet médical cet après-midi-là en me sentant reconnaissant que nous ayons été si responsables, pensant que c'était exactement pour cette raison que nous avions sacrifié des vacances et des dîners au restaurant pour mettre de côté près de 15 000 €. Je suis entré dans notre appartement et j'ai trouvé Camille à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert, entouré de ce qui ressemblait à des magazines de mariage, et je me souviens avoir pensé que c'était gentil de sa part d'aider sa sœur Chloé à tout planifier, même si le mariage n'était que dans 10 jours. Je me suis assis en face d'elle et lui ai expliqué tout ce que le médecin avait dit, observant son visage pendant que je décrivais le calcul, l'opération et le calendrier. Elle a hoché la tête et semblait inquiète, posant les bonnes questions sur le temps de récupération et la gestion de la douleur, et j'ai ressenti cette vague de soulagement d'avoir une partenaire qui affronterait cela avec moi. Puis j'ai dit la chose qui a tout changé, alors, on va devoir retirer 10 000 € du fonds d'urgence, mais c'est exactement pour ça qu'on l'a économisé, non? Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord immédiatement, qu'elle me serre peut-être la main et me dise que tout irait bien, mais au lieu de cela, son expression s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange de panique et de culpabilité qui m'a noué l'estomac avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle a commencé à parler vite, expliquant que Chloé avait des problèmes avec le financement du mariage, que le domaine avait soudainement augmenté ses prix, que le traiteur exigeait un acompte plus important et que la famille de Julien, le fiancé, s'était désistée pour sa part. Camille a dit que Chloé était venue la voir en pleurant il y a 3 semaines, désespérée et le cœur brisé, face à la possibilité d'annuler son mariage de rêve après avoir envoyé les invitations et acheté sa robe. Ma femme m'a dit qu'elle avait pris la décision à ce moment-là d'aider sa petite sœur, que la famille était censée se soutenir mutuellement, et qu'elle avait viré 12 000 € sur le compte de Chloé sous forme de prêt qui serait remboursé dans les 6 mois. Je suis resté assis là à assimiler cette information pendant que Camille continuait de parler, sa voix devenant défensive alors qu'elle insistait sur le fait que ce n'était pas un cadeau mais un prêt temporaire, que Chloé et Julien avaient tous deux signé une reconnaissance de dette, qu'elle avait prévu de me le dire mais que le moment ne semblait jamais opportun. Je lui ai demandé pourquoi elle prendrait une décision à 12 000 € sans me consulter alors que c'était notre argent commun, notre filet de sécurité partagé, et elle a dit qu'elle savait que je réfléchirais trop et que j'essaierais de l'en dissuader. La dispute qui a suivi a duré 3 heures et a traversé chaque pièce de notre appartement. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de sa sœur ou du mariage, mais de prendre des décisions financières unilatérales qui nous affectaient tous les deux, de prendre de l'argent spécifiquement désigné pour des urgences comme celle à laquelle je faisais face actuellement. Camille revenait sans cesse sur les mêmes points, que Chloé nous rembourserait avec intérêt, que le mariage était l'événement d'une vie, que mon opération pouvait attendre une semaine de plus jusqu'à ce qu'elle puisse trouver de l'argent auprès d'autres sources. Ce n'est pas comme si tu mourais, c'est juste un calcul rénal, les gens gèrent ça tout le temps, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que le médecin avait spécifiquement dit que tout délai était dangereux, que j'avais déjà une légère fièvre qui pouvait indiquer un début d'infection, que les dommages aux reins étaient permanents. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je dramatisais, que tout le monde exagère les problèmes médicaux, que son oncle avait eu un calcul rénal une fois et avait juste bu beaucoup d'eau citronnée. J'ai sorti les papiers médicaux et lui ai montré où l'urologue avait écrit en lettres capitales qu'une intervention chirurgicale était urgente, où il avait surligné les phrases déclin de la fonction rénale et risque de septicémie. Camille les a à peine regardés avant de dire que le mariage de Chloé était dans 10 jours et que me demander de repousser l'opération d'une semaine ne me tuerait pas. Tu peux attendre, c'est son jour spécial. La façon dont elle l'a dit avec cette finalité, comme si ma santé était négociable face à la fête de sa sœur, a brisé quelque chose en moi. J'ai déménagé dans la chambre d'amis ce soir-là parce que je ne supportais pas d'être dans la même pièce qu'elle. Au cours des 2 jours suivants, mon état a empiré, mais j'étais coincé dans ce cauchemar où j'avais besoin d'une opération que je ne pouvais pas payer parce que ma femme avait volé notre fonds d'urgence, et oui, je commençais à considérer cela comme du vol,
Même si légalement ce n'en était probablement pas puisque nous avions un compte joint. La douleur s'est intensifiée, passant d'une douleur sourde à ces sensations de coups de poignard qui me coupaient le souffle, et j'ai commencé à avoir une fièvre que je suivais obsessionnellement sur le thermomètre de la salle de bain. Camille a remarqué que je déclinais mais continuais de minimiser la chose, m'apportant du Doliprane et disant que je me sentirais mieux bientôt, mentionnant toutes les quelques heures que le dîner de la veille du mariage de Chloé approchait et qu'elle devait se concentrer sur les derniers préparatifs. Le troisième matin après mon diagnostic, je me suis réveillé avec l'impression de brûler de l'intérieur, j'ai trébuché jusqu'à la salle de bain et j'ai vu que mon urine était rose et trouble. J'ai pris ma température et regardé les chiffres grimper à 39,5 degrés Celsius. Je savais ce que cela signifiait car le médecin l'avait expliqué lors de mon rendez-vous, fièvre plus symptômes urinaires plus rein bloqué égale infection, et une infection dans un système urinaire bloqué pouvait évoluer vers une septicémie en quelques heures, et la septicémie pouvait tuer plus vite que la plupart des gens ne le réalisaient. J'ai envoyé un SMS à mon frère Lucas pour lui dire ce qui se passait, puis j'ai appelé un taxi pour les urgences car Camille était déjà partie pour la journée afin d'aider Chloé avec les retouches de sa robe et je ne voulais pas attendre son retour. Le médecin urgentiste a jeté un coup d'œil à mon dossier et aux résultats de mes tests rapides et a immédiatement lancé 4 antibiotiques, expliquant que j'étais en début de septicémie et que j'avais besoin d'une chirurgie d'urgence tout de suite, pas demain, pas dans quelques heures, mais dès qu'il pourrait préparer un bloc opératoire. Ils m'ont admis directement en réanimation et je me souviens d'être allongé là avec plusieurs perfusions dans les bras, regardant les moniteurs biper et clignoter pendant que les infirmières s'affairaient autour de l'équipement. J'ai envoyé un SMS à Camille pour lui dire ce qui se passait et elle a répondu 3 heures plus tard en disant qu'elle passerait après le dîner de préparation, que Chloé avait vraiment besoin de son soutien en ce moment et que j'étais entre de bonnes mains avec les médecins. Je n'ai pas répondu parce qu'on me préparait pour l'opération et aussi parce que je venais de réaliser quelque chose qui aurait dû être évident il y a des jours, ma femme avait choisi le mariage de sa sœur plutôt que ma vie, m'avait laissé me détériorer jusqu'au point de défaillance d'organes parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait pris une décision financière catastrophique, avait priorisé les compositions florales et les plans de table sur ma fonction rénale. Ils m'ont emmené vers le bloc opératoire vers 20h et je me souviens avoir pensé que Camille était probablement dans un bon restaurant en ce moment, portant un toast à Chloé et Julien pendant que je passais sous anesthésie, sans savoir si mon rein pourrait être sauvé ou si l'infection s'était déjà trop propagée. La dernière chose que j'ai entendue avant que l'anesthésie ne fasse effet était une infirmière disant que ma femme avait appelé pour prendre de mes nouvelles, et je n'ai rien ressenti à propos de cette information, juste cet espace froid et vide où mes sentiments pour Camille se trouvaient auparavant. Pendant qu'elle se préparait pour le dîner de la veille du mariage, choisissant sa tenue et bouclant ses cheveux, j'étais en réanimation à combattre une infection qui aurait pu être évitée si elle avait simplement été honnête à propos de l'argent 3 semaines plus tôt. Je me suis réveillé 3 jours après l'opération avec des tubes sortant d'endroits où je ne savais pas qu'on pouvait avoir des tubes et une douleur sur le côté qui donnait l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec une batte de baseball dans les côtes. L'infirmière m'a expliqué que l'opération avait pris plus de temps que prévu parce que l'infection s'était propagée plus loin que le scanner initial ne le montrait, qu'ils avaient réussi à sauver mon rein mais que les dommages étaient importants, et que j'avais été inconscient pendant la majeure partie des dernières 72 heures pendant que mon corps luttait contre la septicémie. Elle a dit que j'avais de la chance d'être en vie, et cette phrase continuait de résonner dans ma tête parce que j'avais été à quelques heures d'une défaillance complète des organes quand ils m'avaient emmené au bloc. Quand j'ai enfin réussi à faire le point, j'ai vu mon frère Lucas affalé sur la chaise à côté de mon lit, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il m'a dit qu'il avait conduit 6 heures cette première nuit après avoir reçu mon SMS des urgences et qu'il campait à l'hôpital depuis. Lucas a dit que Camille s'était montrée une fois le deuxième jour alors que j'étais encore inconscient, était resté peut-être 20 minutes et avait passé la plupart de ce temps sur son téléphone à envoyer des SMS sur les détails du mariage, il voulait la mettre dehors mais ne voulait pas faire de scène en réanimation. Elle avait laissé des fleurs de station-service sur la table de chevet, ces bouquets bon marché emballés qu'ils vendent à côté des tickets de loto, et avait promis de revenir bientôt. Le service de facturation de l'hôpital est passé cet après-midi-là et a expliqué que mes coûts totaux avoisinaient les 16 000 € parce que la chirurgie d'urgence et le séjour en réanimation incluaient des dépassements d'honoraires importants et des soins non conventionnés que ma mutuelle ne couvrait pas entièrement. J'avais une assurance, mais la combinaison des médecins urgentistes du secteur privé et des soins intensifs prolongés signifiait que mon reste à charge explosait et que j'allais payer ça pendant des années. Je ne cessais de penser au fait que nous avions 15 000 € d'économie il y a 3 semaines, que cet argent aurait pu couvrir l'opération initialement prévue avec de la marge, et qu'au lieu de cela, j'étais allongé ici avec des dommages rénaux permanents et une facture médicale massive parce que ma femme avait décidé que la fête de sa sœur était plus importante. Camille est finalement arrivée plus tard ce même jour, portant une robe d'été que j'ai reconnue comme neuve,
probablement acheté pour l'un des événements du mariage, et elle avait ce grand sourire faux qui s'est dissous à la seconde où elle a vu mon visage. Elle a essayé d'avoir l'air concernée, demandant mon niveau de douleur et si la nourriture était correcte, mais il y avait cette qualité distraite dans tout ce qu'elle disait, comme si elle lisait un script. Puis elle m'a lancé la phrase qui m'a fait réaliser que notre mariage était complètement fini. « Je suis si contente que tu ailles mieux, mais avais-tu vraiment besoin de te faire opérer juste à ce moment-là ? Je veux dire, le mariage est dans 3 jours et j'ai à peine pu aider Chloé. » Elle l'a dit comme si j'avais délibérément choisi le moment le plus inopportun pour faillir mourir, comme si ma septicémie était un conflit d'agenda que nous aurions pu contourner avec une meilleure planification. Je lui ai demandé si elle comprenait que j'avais failli mourir, que la septicémie tue des gens, que les médecins m'avaient dit qu'avec 6 heures de plus je n'aurais peut-être pas survécu. Camille a agité la main avec dédain et a dit que les médecins exagèrent toujours pour se couvrir légalement, qu'évidemment j'allais bien puisque j'étais assis là à lui parler. Elle a réellement utilisé le mot inopportun pour décrire ma chirurgie d'urgence, disant que le timing avait été vraiment inopportun pour tout le monde. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de la voir comme ma femme et commencé à la voir comme une étrangère qui portait mon nom de famille, quelqu'un dont les priorités étaient si fondamentalement différentes des miennes que nous aurions aussi bien pu venir de planètes différentes. Après son départ, je suis resté allongé à fixer les dalles du plafond, pensant à tous les petits moments au cours des 6 dernières années que j'avais ignorés ou justifiés, des moments où Camille avait choisi sa famille plutôt que notre mariage, où elle avait pris des décisions sans me consulter, où elle avait rejeté mes inquiétudes comme étant trop dramatiques. Je m'étais toujours dit qu'elle était juste proche de sa famille, que sa loyauté était admirable, mais maintenant je pouvais le voir pour ce que c'était vraiment, une codépendance toxique où les désirs de sa sœur l'emportaient toujours sur mes besoins réels. J'ai appelé mon avocat ce soir-là depuis mon lit d'hôpital en utilisant le téléphone qu'il m'avait donné pour commander les repas. Maître Bernard et moi avions travaillé ensemble il y a des années sur des révisions de contrats pour mon travail et je m'étais toujours souvenu de lui comme quelqu'un de direct et pragmatique, le genre d'avocat qui ne perd pas de temps avec les émotions. J'ai expliqué la situation en termes cliniques, le retrait du fonds d'urgence sans consentement, l'opération retardée, la septicémie, le mariage qui était apparemment plus important que ma vie. Il a écouté sans m'interrompre puis a dit quelque chose qui a tout cristallisé, ce que vous décrivez est une infidélité financière grave, et les tribunaux prennent cela très au sérieux, surtout lorsque les décisions d'un conjoint nuisent directement à l'autre. Il a expliqué que j'avais des motifs pour un divorce pour faute basée sur la trahison financière seule, mais que les conséquences médicales rendaient la chose encore plus évidente. Puis il a suggéré quelque chose que je n'avais même pas envisagé, que je pouvais poursuivre Chloé au civil pour enrichissement sans cause ou recel, en arguant essentiellement qu'elle avait accepté de l'argent qu'elle savait ne pas avoir été donné librement par le couple. L'idée semblait radicale mais aussi parfaitement appropriée, et je me suis retrouvé à accepter les 2 actions avant d'avoir pleinement réfléchi aux implications. Maître Bernard a dit qu'il rédigerait les papiers du divorce immédiatement et que nous pouvions tout faire numériquement puisque j'étais coincé à l'hôpital, qu'il inclurait les factures médicales et les documents du fonds d'urgence comme preuve du préjudice financier. Il a aussi dit qu'il préparerait une poursuite séparée contre Chloé pour les 12 000 € plus les intérêts et les frais juridiques, arguant qu'elle avait des raisons de savoir que l'argent n'avait pas été donné avec un plein consentement marital. J'ai signé les papiers du divorce sur un iPad 2 jours plus tard alors que j'étais encore connecté à une perfusion et à un moniteur cardiaque, utilisant mon doigt pour tracer une signature numérique qui semblait surréelle et définitive. Maître Bernard avait fait en sorte que Camille reçoive les papiers par huissier ce même jour et il avait aussi envoyé des copies au domaine du mariage avec une notification légale concernant les fonds contestés. Je savais que cela ferait exploser le mariage, mais j'avais cessé de m'en soucier à peu près au moment où je luttais pour ma vie pendant que ma femme choisissait sa tenue pour un dîner. Le domaine a appelé Chloé dans l'heure suivant la réception de l'avis pour lui dire qu'il mettait tout en attente jusqu'à ce que le litige légal soit résolu, qu'il ne pouvait pas procéder à un événement potentiellement financé par de l'argent détourné. Chloé a appelé Camille. Camille m'a appelé et mon téléphone a commencé à sonner pendant que je travaillais sur les exercices de respiration que mon kinésithérapeute m'avait montrés. J'ai laissé aller sur la messagerie 3 fois avant de finalement répondre, et la voix de Camille est parvenue en hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle m'a traité de tous les noms possibles, a dit que je détruisais sa famille, que j'étais vindicatif et cruel, qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir gâché le jour spécial de sa sœur. J'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle et que les cris se transforment en pleurs, ces gros sanglots dramatiques qu'elle avait toujours su déclencher quand elle voulait de la sympathie. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait, tu m'as demandé d'attendre pour mon opération pour que ta sœur puisse avoir son mariage. Tu m'as laissé arriver au point où j'ai failli mourir, et maintenant tu es bouleversé que je n'attende pas pour demander le divorce.
La ligne est devenue silencieuse à l'exception de sa respiration, et puis elle a essayé une approche différente, sa voix devenant douce et suppliante, me priant d'attendre juste une semaine de plus pour que Chloé puisse avoir son jour et qu'ensuite nous pourrions gérer nos problèmes. Je lui ai dit que le mariage était annulé et j'ai raccroché alors qu'elle était au milieu de sa phrase. Les infirmières m'ont dit plus tard cet après-midi-là que mes constantes s'étaient considérablement améliorées après cet appel, que ma tension artérielle était revenue à la normale pour la première fois depuis mon admission, et j'ai réalisé que mettre fin à mon mariage était apparemment meilleur pour ma santé que d'y rester ne l'avait jamais été. Le mariage a été officiellement annulé ce soir-là, et j'ai appris par Lucas que le fiancé de Chloé, Julien, avait tout annulé, non seulement la cérémonie mais toute la relation, après avoir découvert que sa future épouse avait accepté 12 000 € de sa sœur sans se demander si c'était vraiment correct. Apparemment, Julien avait demandé carrément à Chloé si elle savait que l'argent venait de notre fonds d'urgence sans ma permission, et quand elle avait hésité avant de répondre, il avait réalisé qu'elle avait eu des doutes mais l'avait pris quand même. Il lui a dit que quelqu'un prêt à prendre l'argent d'une personne malade pour une fête n'était pas quelqu'un avec qui il voulait construire une vie, et il avait quitté leur appartement le soir même. Camille m'a appelé 6 fois de plus au cours des 2 jours suivants et j'ai ignoré chaque appel, bloquant finalement son numéro quand elle a commencé à laisser des messages vocaux qui alternaient entre rage et supplication désespérée. Sa mère, Sylvie, a aussi essayé d'appeler, me laissant un message sur la façon dont je déchirais la famille et comment je pouvais être si sans cœur envers Chloé qui n'avait rien fait de mal. Je l'ai effacé sans tout écouter parce que j'avais fini de me justifier auprès de gens qui pensaient qu'un mariage était plus important que la vie de quelqu'un. L'hôpital m'a laissé sortir après 8 jours avec une liste de restrictions plus longue que mon bras, des instructions pour les soins de la plaie, 3 médicaments différents et un rendez-vous de suivi pour évaluer les dommages permanents à ma fonction rénale. Lucas m'a ramené à l'appartement que je partageais avec Camille, et nous avons découvert qu'elle avait vidé environ la moitié de ses affaires mais avait laissé tout en chaos, des tiroirs ouverts et des portes de placard entrouvertes comme si elle avait fait ses valises dans une rage folle. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle restait chez Chloé et que j'avais détruit leur devis pour de l'argent qui aurait été remboursé de toute façon. Je l'ai lu une fois puis je l'ai jeté à la poubelle car le délire nécessaire pour écrire une chose pareille dépassait tout ce avec quoi je voulais interagir. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois depuis plus d'une semaine, et malgré la douleur sur le côté et la dévastation émotionnelle de mon mariage implosé, je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Le mariage était annulé et mon mariage était fini, mais ce n'était que le début de la façon dont tout s'est effondré. L'audience de divorce a eu lieu exactement 11 semaines après que j'ai déposé les papiers, ce qui semblait à la fois impossiblement long et incroyablement rapide selon le moment que je vivais. J'avais passé ces semaines à récupérer physiquement tout en regardant mon mariage se désintégrer légalement, allant chez le kiné 3 fois par semaine et rencontrant Maître Bernard 2 fois par semaine pour préparer le tribunal. Mes tests de fonction rénale sont revenus montrant que j'avais perdu environ 40% de capacité du côté endommagé, ce que le néphrologue a expliqué être permanent et m'affecterait pour le reste de ma vie. J'aurais besoin d'un suivi régulier, de restrictions alimentaires, et je devrais faire attention aux médicaments et à l'alcool, tout ça parce que Camille avait priorisé une fête sur ma santé. Le procès contre Chloé était prévu pour la semaine après l'audience de divorce, et Maître Bernard avait expliqué que nous le poursuivions séparément pour éviter de compliquer la procédure de divorce, que les garder distincts renforcerait en fait les 2 cas. Camille avait engagé un avocat qui la coachait apparemment pour jouer la victime, et j'avais entendu par Lucas qu'elle prévoyait de me dépeindre comme contrôlant et vindicatif, quelqu'un qui avait utilisé le système judiciaire comme une arme pour punir sa famille. Le matin de l'audience de divorce, j'ai mis le seul costume qui m'allait encore après avoir perdu 7 kilos à l'hôpital, et j'ai retrouvé Maître Bernard devant le tribunal où il a passé en revue notre stratégie une dernière fois. Il a dit que le juge avait déjà examiné toute notre documentation, y compris les dossiers médicaux, les relevés du fonds d'urgence et la chronologie des événements, et que notre dossier était solide. L'audience elle-même semblait surréelle par sa banalité, juste une série de questions et de réponses dans une salle d'audience fade qui sentait le vieux bois et la déception. Camille était assise de l'autre côté avec son avocat, portant une robe conservatrice et un maquillage minimal, clairement stylé pour avoir l'air sympathique et lésé. Son avocat a essayé d'argumenter que le fonds d'urgence était un bien matrimonial auquel elle avait un droit d'accès égal, que les prêts entre membres de la famille étaient normaux et que mon urgence médicale avait été imprévisible et que par conséquent Camille ne pouvait pas avoir su que j'aurais besoin de l'argent. Maître Bernard a calmement démonté chaque argument en parcourant la chronologie, soulignant que Camille avait pris l'argent 3 semaines avant mon diagnostic, qu'elle avait caché le retrait et, surtout, qu'elle avait refusé de le rendre même après avoir appris que j'avais besoin d'une chirurgie d'urgence. Il a présenté les SMS où j'avais expliqué l'urgence médicale et où Camille avait répondu que je dramatisais,
Les messages vocaux où elle avait dit que le mariage était plus important, et les dossiers hospitaliers montrant que j'avais failli mourir d'une complication évitable. Le juge aux affaires familiales était une femme dans la soixantaine qui avait passé toute l'audience à prendre des notes avec une expression qui ne trahissait rien, mais quand elle a finalement parlé, son ton était glacial. Elle a dit que bien que les biens matrimoniaux soient normalement divisés équitablement, cette affaire impliquait des décisions financières qui avaient directement mis en danger ma santé et ma vie, que les actions de Camille constituaient une violation grave des devoirs du mariage. Le jugement est tombé plus durement que je ne l'avais prévu, avec Camille responsable de 60% de mes factures médicales restantes, ce qui revenait à environ 9 000 € en plusieurs versements, aucune pension alimentaire malgré sa demande, et l'ordre de rembourser immédiatement 6 000 € sur sa part de nos actifs matrimoniaux restants. Son avocate a essayé d'argumenter que les pénalités étaient excessives, mais la juge l'a coupé et a dit que quelqu'un qui choisissait une fête plutôt que la chirurgie vitale de son conjoint ne devait pas s'attendre à la sympathie du tribunal. Le visage de Camille est devenu blême quand elle a entendu le verdict, et je l'ai vu chuchoter quelque chose en colère à son avocate, mais je n'ai rien ressenti à part le sentiment fatigué de soulagement que ce soit enfin terminé. Le procès contre Chloé la semaine suivante a été plus court mais en quelque sorte plus amer parce que Chloé s'est effectivement présentée pour se défendre, assise dans la salle d'audience avec sa mère, Sylvie, qui continuait de me lancer des regards noirs comme si j'avais personnellement détruit leur famille. L'avocat de Chloé a soutenu qu'elle avait reçu l'argent comme un cadeau, qu'elle n'avait aucune connaissance de ma situation médicale et que les prêts familiaux ne nécessitaient pas le même consentement formel que les transactions commerciales. Maître Bernard a présenté la chronologie montrant que la planification du mariage de Chloé s'était accélérée juste au moment où Camille avait retiré l'argent, les SMS entre les sœurs discutant de la façon dont je serais probablement fâché mais que je m'en remettrais, et le plus accablant, un message vocal que Chloé avait laissé à Camille 2 jours avant mon opération, demandant si j'avais vraiment accepté le prêt parce que Julien devenait soupçonneux. Ce message vocal a détruit toute la défense de Chloé car il prouvait qu'elle savait qu'il y avait un problème avec l'origine de l'argent mais avait choisi de le garder quand même. Le juge a statué que Chloé devait rembourser la totalité des 12 000 € plus 18 mois d'intérêt, et comme elle ne pouvait pas payer en une seule fois, son salaire ferait l'objet d'une saisie de 400 € par mois jusqu'à ce que la dette soit réglée. Chloé a commencé à pleurer quand elle a entendu le plan de paiement et sa mère s'est levée et a crié que je gâchais la vie d'une jeune femme pour de l'argent, que je devrais avoir honte d'être si mesquin. L'huissier a dû les escorter dehors et je suis resté assis là, me sentant simultanément justifié et épuisé par tout ce spectacle. Dans les semaines qui ont suivi les deux procès, j'ai appris par diverses sources à quel point tout s'était effondré pour Camille et Chloé. Le mariage n'avait évidemment jamais été reprogrammé et Julien s'était fiancé à quelqu'un d'autre dans les 10 mois, apparemment une collègue de travail dont il s'était rapproché après la rupture. Chloé a dû prendre 2 emplois pour couvrir les paiements de la saisie sur salaire et sa part de l'appartement qu'elle partageait maintenant avec Camille, car aucune d'elles ne pouvait se permettre de vivre seule après que Chloé eut perdu son poste d'organisatrice d'événements quand le bruit a couru à propos du procès. Camille travaillait dans un centre d'appel et dormait sur un matelas gonflable dans le salon de leur T2, remboursant sa part de mes factures médicales par des versements qui lui prendraient environ 4 ans et demi à compléter. Sa mère, Sylvie, avait cessé d'essayer de me contacter totalement et racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre que j'avais détruit ses filles pour un problème médical qui n'était même pas si grave, oubliant commodément la septicémie et les dommages aux organes. Lucas m'a dit que Camille avait essayé de contacter certains de nos amis communs pour les mettre de son côté, mais la plupart des gens avaient entendu toute l'histoire à ce moment-là et n'étaient pas intéressés à maintenir des amitiés avec quelqu'un qui avait laissé son conjoint faillir mourir pour un mariage. J'ai adopté un chat environ 6 mois après la finalisation du divorce, un chat roux tigré du refuge que j'ai nommé Urin, une blague noire qui a fait secouer la tête à ma thérapeute. Le chat se fichait de mon historique médical ou de mon mariage raté, il voulait juste de la nourriture et des câlins, et il y avait quelque chose de profondément guérisseur à avoir un être vivant dans mon appartement qui avait besoin de moi sans aucun bagage émotionnel compliqué. Je gérais encore les séquelles physiques de tout ça, la fonction rénale réduite signifiait que je me fatiguais plus facilement et devais surveiller mon apport en protéines, et j'avais des rendez-vous réguliers pour surveiller toute détérioration future. Le néphrologue a dit que j'irais probablement bien pendant des décennies si je prenais soin de moi, mais que je devais être prudent et que tout futur problème rénal serait plus grave car je partais déjà d'une position compromise. Le rétablissement financier a pris plus de temps que le physique ou l'émotionnel, entre les factures médicales et les frais juridiques, j'avais dépensé près de 28 000 € au total, et même avec les paiements ordonnés par le tribunal de Camille, je remboursais encore des cartes de crédit et des échéanciers. Mais j'ai réussi à faire un apport pour une petite maison avec ma part du règlement du divorce, rien de luxueux mais c'était à moi, et chaque fois que je faisais un paiement hypothécaire,
Je me sentais reconnaissant d'être sorti avant que Camille ne puisse prendre d'autres décisions unilatérales avec notre argent. Parfois tard le soir, je repense à ce moment à l'hôpital où j'ai réalisé que mon mariage était fini, allongé là avec des perfusions et des drains chirurgicaux pendant que ma femme se plaignait de la logistique du mariage, et je ressens ce mélange étrange de chagrin et de soulagement. J'ai perdu mon mariage, ma santé et une part importante de mes économies, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, qui était la certitude absolue que je ne laisserais plus jamais quelqu'un me faire sentir que ma vie était négociable. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir demandé le divorce depuis un lit d'hôpital, si je pense avoir été trop dur ou être allé trop vite, et ma réponse est toujours la même, quand quelqu'un vous demande de repousser une chirurgie vitale pour la fête de sa sœur, vous n'attendez pas pour demander le divorce, vous gagnez juste du temps.